Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane? Ça va, Gilles, et toi? Impeccable. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, dès qu'on produira un nouvel épisode, il arrivera directement sur votre application. L'actualité de la Formule 1, alors qu'on approche de la troisième épreuve de la saison, le Grand Prix du Portugal, c'est l'officialisation de l'arrivée des courses sprint le samedi. Alors, comment ça marche? Est-ce que c'est bien pour la F1? On va vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont partagés les deux premières victoires de la saison. Qui peut venir se mêler à la lutte? Y a-t-il un troisième homme cette saison? On se posera la question avec Stéphane. Et puis enfin, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, qui ont donc débuté cette année leur carrière en Formule 1. Deux grands prix négociés, on en avait beaucoup parlé, on nous les avait bien vendus. Alors, ça donne quoi pour ces pilotes? Eh bien, on fera un premier bilan. Stéphane, on débute les fous du volant aujourd'hui avec donc cette annonce de la FIA et l'introduction des courses sprint de qualification. C'est l'appellation officielle en français de ces nouvelles dispositions qui seront mises en place sur 3 week-ends de course cette saison en 2021. On parle de Silverstone, on parle de Monza et d'une épreuve qui aura lieu hors Europe. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement déterminé, mais même si on a une petite idée. D'abord, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer comment va se passer un de ces 3 week-ends avec donc l'introduction des courses sprint de qualification? Oui, on reste sur la base d'une séance d'essai libre d'une heure le vendredi matin avant d'attaquer la qualification telle qu'on la connaît aujourd'hui, le vendredi après-midi, 1 heure, Q1, Q2, Q3. La particularité, c'est que l'auteur du meilleur temps n'aura pas officiellement la pole position. Il devra attendre le samedi et cette fameuse course sprint de qualification, telle qu'elle est nommée, qui aura lieu après une dernière séance d'essai libre le samedi matin. Et cette course du samedi après-midi se déroulera sur 100 km. Donc, ça fera à peu près 20 tours. Ça fera une demi-heure. Ça sera un tiers de Grand Prix. Ce qui est un petit peu difficile à mettre en place, alors les équipes étaient d'accord, mais elles voulaient un petit peu une compensation financière parce qu'une course, ça risque de faire toujours un petit peu plus de casse que des essais. Donc, chacune a obtenu 250 000 euros de compensation au plafond budgétaire C'est une pour paille, ces on 3 est courses. d'accord? Oui, complètement, c'est ça. Chaque équipe, les équipes ont bien négocié. C'est toujours l'occasion, surtout pour les petites écuries, d'avoir un gain supplémentaire. Ça se fera comme ça. Et puis, le vainqueur de cette course, donc cette course sprint de qualification, en fait, aura pour grille de départ le résultat de la qualification de la veille. Et à l'arrivée, eh bien, on prendra le résultat. Et ça, c'est ce résultat qui servira de grille de départ pour le Grand Prix. Et le vainqueur de cette course sprint du samedi sera officiellement le poleman. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre, mais c'est ainsi. C'est une façon d'avoir 3 temps forts finalement dans le week-end. Une qualif le vendredi qui était une journée un petit peu bizarre jusqu'à présent, donc ça va la dynamiser forcément cette journée du vendredi. Le samedi, la qualif, la course de qualif, et puis le dimanche, le Grand Prix tel qu'on le connaît. Voilà. L'idée, on l'aura compris, c'est de donner plus, comme tu l'as dit, plus de temps fort à un week-end de Formule 1, en fait, de ponctuer chaque journée, parce que pour avoir un petit peu commenté des Grands Prix, alors moi c'était en moto et pas en Formule 1, mais c'est sûr que le vendredi, c'est un peu monotone. Une séance d'essai libre le matin, une autre l'après-midi, finalement, il manque quelque chose d'attractif et on sait que les jeunes générations, elles ont besoin d'une sanction, elles ont besoin de quelque chose, d'un moment M. Donc ça, c'est intéressant pour effectivement essayer d'attirer du public. C'est intéressant aussi du point de vue de la Formule 1 parce que c'est plus vendeur auprès des diffuseurs. On pense essentiellement aux télévisions parce que ça veut dire que ça crée un rendez-vous là aussi avec une sanction le vendredi, le samedi et évidemment le dimanche. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, intérêt des diffuseurs, des spectateurs. Donc, on va dire un peu le business autour. Maintenant, sur le point de vue sportif, ça a aussi des implications parce que
Stéphane, on va s'intéresser à une règle qui va être instituée sur ces 3 grands prix qui seront des tests en fait cette saison. C'est que à la fin de la qualification le vendredi soir, il y a déjà quelque chose de très très important qui va intervenir, c'est la mise en parc fermé. Apparemment, alors ce n'est pas encore totalement décidé, mais là encore, c'est dans un but de réduction des coûts et éviter des parties de mécanique avant cette journée du samedi. Jusqu'à présent, le parc fermé, c'est quoi? C'est mettre les voitures à l'abri, c'est ne pas pouvoir faire de la mécanique dessus. Et puis, quand on se rend sur la grille, quelques minutes avant le Grand Prix, on a droit de faire des changements vraiment à la marge, des Des changements de ajustements. réglage, vraiment des ajustements vraiment qui sont minimes. Et là, la question, ce serait de mettre carrément la voiture en parc fermé le vendredi après-midi, ce qui interdirait en fait de toucher au setup quasiment. Les changements encore seraient minimes. Tout ce qui serait autorisé serait minime avant la qualif. Donc, ça signifie qu'il faudrait déterminer finalement des réglages qui seraient convenables pour un tour de qualif le vendredi, une mini-course le samedi après-midi avec peu d'essence parce que finalement, il faudrait faire 20 tours, et puis une course d'une heure et demie le dimanche. Alors ça va être un sacré casse-tête. Ah, c'est clair. Il y a 2 éléments. En fait, celui que tu viens de dire, hein, c'est qu'en fait, il faut que la voiture, en l'ajustant vraiment rapidement, soit capable de se prêter à ces 3 exercices qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et puis, il y a aussi la gestion des pneumatiques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, parce que comme ça, à l'oral, c'est un peu rébarbatif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, pour chaque séance d'essai libre, pour chaque qualification ou pour chaque course de qualification, il y a une règle bien précise d'utilisation d'un ou deux ou de 3 ou de 5 jusqu'à 5 trains de pneumatiques différents pour chaque séance. Et ça veut dire là aussi, hein, que les équipes, quasiment dès le vendredi matin, au moment de lancer la voiture pour la première séance d'essai libre, devra avoir déjà établi, imaginé un plan de bataille pour l'ensemble du week-end. Et ça, c'est à la fois le risque et en même temps l'intérêt, parce que ça veut dire que certaines équipes, peut-être un petit peu plus en difficulté en termes sportifs, eh bien, vont avoir envie, en tout cas la possibilité, de prendre des options, de faire des paris et de se dire, bon, sur une course classique, on n'a pas la possibilité de s'en sortir, alors peut-être qu'on peut essayer d'aller grappiller un point sur une course un peu plus rapide, donc mettre évidemment la voiture en position d'être plus performante sur une course sprint, mais aussi d'utiliser des pneus plus performants en se disant que le dimanche, on va se débrouiller. Ça peut aussi être le cas si on prévoit des changements météo. Ça va quand même franchement complexifier le travail des stratèges. Et puis aussi, il y a un élément qui va être déterminant, Stéphane. Il va falloir que les voitures tiennent. On a vu le cas concret qui pourrait se poser pendant cette course de qualification à Imola, le vendredi après-midi. Au bout de 10 tours, Verstappen a cassé un arbre de transmission sur une bordure, c'est quelque chose de très anodin. Dans le cas d'une course sprint le samedi après-midi, il est le premier sur les abandons, il part dernier sur la grille le dimanche. Et là, tout ce qu'on nous expliquait, le duel Hamilton-Verstappen, tout ça, ça tombe à l'eau finalement. Hamilton fait sa course tout seul. On observe la remontée de Verstappen. Et moi, ce n'est pas des courses de remontée qui m'intéressent, c'est vraiment un duel. Et là, si on tombe assez vite dans ce cas de figure, il y en a certains qui vont être trop pédalés très, très vite parce que le deal ne sera pas bon. Sur une course, sur un show, sur un mini-show de 30 secondes, on casse tout pour le dimanche. De 30 minutes, là, pas de 30 secondes. de 30 minutes, pardon. Les conséquences seront extraordinaires pour, je le rappelle, juste 3 points pour le vainqueur de cette course le samedi après-midi, 2 points pour celui qui arrivera deuxième et 1 point simplement pour le troisième. Les autres n'auront rien. Alors, je vais te poser la question, mais tu as déjà en partie commencé à y répondre parce qu'il faut que nous, on s'engage un petit peu pour ou contre ces courses ces courses sprint de qualification. Alors, moi, je dirais qu'on a essayé les grilles inversées. Le promoteur de la Formule 1 voulait une deuxième course le samedi. Il a fait un mix un petit peu des deux en déplaçant la qualif le vendredi. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on pouvait faire une petite retouche sur la qualif, la rendre un petit peu plus sexy, comme on peut le faire ce qu'on voit sur Eurosport en Formule 1, une super pole. C'est-à-dire qu'on voit les 6 meilleurs individuellement, passer les uns après les autres, et on voit ce que ça donne. Il y a une forme de suspense, et c'est vraiment à la fin qu'on a l'auteur de la pole position. Et je te rappellerai, Gilles, que
Verstappen devait être en pôle de toute évidence à Imola. Il a raté l'occasion de le faire parce qu'il a fait un écart qu'on n'a pas vu en direct à la télévision. Ça n'a pas été filmé et on n'a pas compris ce qui se passait. D'où l'intérêt quand même de les voir les uns après les autres. Alors après, on fait ça comme ça. On va dynamiser le vendredi. C'est quand même plutôt intéressant. Donc là, on met aussi de côté les week-ends de Grand Prix sur 2 jours. Et puis, on a cette course le samedi qui, pour moi, risque de faire de la casse, qui, pour moi, risque de faire des mécontents. Et on va la tester à Silverstone et à Monza sur des circuits qui sont favorables au dépassement. Qu'en sera-t-il sur des circuits en ville où on ne dépasse pas Généralement, on se pose la question, on fait le bilan au bout d'une demi-heure sur la plupart des Grands Prix, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose et on attend la première vague de ravitaillement et on voit qu'on attend que les stratégies se décantent pour avoir de l'action dans les 30 dernières minutes, on va dire. Donc, je doute que cette course de 30 minutes puisse produire vraiment du spectacle sur un format condensé. Eh ben moi, je vais te dire une chose. Sur le principe, je suis plutôt pour. Je pense qu'il faut laisser sa chance au produit parce que la Superpole que tu prends en exemple, elle a aussi ses défauts et je trouve ça, moi, très malin de vraiment ponctuer chaque journée de compétition par un temps fort. Ça va créer un nouvel intérêt éventuellement pour un nouveau public et donc aussi pour les diffuseurs. Peut-être qu'effectivement, il faudra essayer de voir si on le fait sur chaque Grand Prix, si ça devient vraiment la norme, ou bien si sur certains Grands Prix, eh bien, on garde la forme classique d'un week-end. Pourquoi pas aussi des week-ends sur 2 jours comme on a eu. Faire varier un petit peu les formats de week-end, pourquoi pas, plutôt que d'avoir toujours exactement la même chose. Moi, je suis plutôt impatient de voir ce que ça va donner. Je suis plutôt curieux. De toute façon, on sait que quand les Américains sont arrivés et qu'ils ont racheté la Formule 1, ils avaient quelque chose dans la tête de ce côté-là. Il faut tester. Maintenant, on verra ce que ça va donner, mais je pense que ça peut quand même permettre des coups, des paris, et en tout cas dynamiser un peu des week-ends qui parfois ronronnent un petit peu. Sachant quand même, Gilles, que le but ultime de tout ça, c'est de nous faire 2 courses d'1h30, le samedi et le dimanche. Quand on va voir que ces courses du samedi ne sont pas très animées, où on n'a pas le temps de voir beaucoup de choses, on en viendra rapidement à la conclusion, soit on supprime, soit on rallonge. Donc, tu verras que le barème de points aussi évoluera, etc. Et que le but, c'est d'avoir 2 courses. Mais pour moi, 2 courses par week-end, ce n'est plus exactement la Formule 1. Autant on peut le faire dans des catégories de promotion parce que les jeunes ont besoin de rouler. Et puis, c'est une façon d'économiser aussi de l'argent à des petits teams qui font des déplacements. Donc, c'est une façon d'amortir. On est même passé à 3 courses maintenant en Formule 2. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais en Formule 1, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de l'ADN. On verra ce que ça donne. Exactement, on verra à l'usage. Et donc, le premier rendez-vous de ces week-ends un petit peu particuliers avec ces courses sprint de qualification, ce sera à Silverstone. Le deuxième axe qu'on voulait développer dans les fous du volant aujourd'hui, alors qu'on approche tout doucement de ce Grand Prix du Portugal, c'est essayer de trouver un troisième homme pour arbitrer, pour venir troubler un petit peu ce duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui a débuté depuis le début de la saison. Il n'a échappé à personne que les 2 hommes se sont partagés les 2 victoires à Bahreïn, puis sur le circuit d'Imola. Ils se sont partagés aussi les 2 pôles positions et qu'ils dominent assez largement le classement des pilotes. Alors, pour toi, Stéphane, est-ce qu'il y a un homme qui peut venir se mêler à ce duel? Je te propose on débute par celui qui vient le premier à l'esprit finalement, le coéquipier de Lewis Hamilton qui est vice-champion du monde en titre. Valtteri Bottas est-il capable d'être le troisième homme? Alors pour moi, non. Je crois que c'est une évidence pour tout le monde. De toute façon, il a épuisé son crédit. Je trouve qu'il court mal maintenant. En tous les cas, il place mal ses temps forts dans le week-end. À Imola, il est le roi du vendredi. Il fait le meilleur temps. On se dit, ça y est, il est parti pour tout casser. Essai libre 1, essai libre 2. Pas en essai libre 3, mais il était quand même bien placé. Il fait le meilleur temps en Q1, Q2. Et puis, quand arrive vraiment la vraie compétition, en Q3, il n'est plus là, mais plus du tout, hein, clairement. Et puis, alors en course, encore moins. Il était, mais à côté de la plaque. Ça, c'est un vrai souci, je trouve. 2 courses, 2 mauvaises courses. Peu de points amassés, 16 points en tout, c'est même son plus faible total depuis qu'il est chez Mercedes. Si je regarde bien, j'ai compté
Depuis 2017, il a marqué successivement sur les 2 premiers Grands Prix de la saison 23, 22 points, et puis un petit peu plus depuis 2019, 44 points et 43 points. Et cette année, c'est 16 points. Donc, le compte n'y est pas. On voit qu'il n'est pas capable de challenger Hamilton. Et son job, quand même, c'est ramener des points au championnat constructeur. Et là aussi, il y a un vrai souci, puisque la question ne se posait pas ou quasiment pas pour Mercedes depuis 2017, qui survolait le championnat. Bon, ils avaient un point d'avance sur Ferrari en 2017. Je vois que Ferrari était en tête en 2018. Et puis après, ils avaient repris le large en 2019 chez Mercedes. Ça tournait bien, 39 points d'avance. Sur Ferrari en 2019, l'année dernière, 53 points d'avance sur Red Bull. Et puis là, 7 points parce que Bottas ne fait pas le job, tout simplement. Donc, il ne peut pas être le 3e homme du championnat. Et je dirais que ce qui commence à se voir, c'est qu'il y en a d'autres qui prennent la place. Exactement. Alors, Bottas, effectivement, a eu une 3e place à Bahreïn en ouverture et puis un abandon retentissant à Imola avec cet accrochage avec George Russell, dont il est, alors on ne va pas revenir sur est-ce qu'il est responsable ou pas, en tout cas il était à la bagarre avec George Russell pour une 9e place, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la position théorique d'une Mercedes. C'est et là, ça. Au mieux, ça lui faisait 2 points. Et tu vois dans l'idée, dans la série Drive to Survive qui suit les pilotes de Formule 1, il dit au début de la saison dernière, c'est difficile d'être le coéquipier de Lewis Hamilton et je crois qu'il est usé dans ce rôle de confrontation directe et absolue avec ce qui en ce moment est le meilleur pilote du plateau. Et je crois que voilà, on est arrivé au bout de ce qu'il peut donner. Je dis pas du tout que c'est pas un très très bon pilote, mais je dis qu'à un moment, quand vous êtes dominé comme ça, vous perdez un petit peu le fil des choses. Et on a vraiment le sentiment qu'en ce moment, Valtteri Bottas n'est pas dans son assiette. Donc, on est d'accord là-dessus, Stéphane, il ne sera pas le 3e homme. Alors maintenant, Sergio Pérez, peut-il, lui, venir se mêler au duel? Le Mexicain, 8e du classement, 5e à Bahreïn, alors qu'il était parti dernier et parti de la voie des stands à cause d'un problème dans le tour de chauffe. 11e à Imola sur la 2e épreuve. Il vient d'arriver chez Red Bull et il est plutôt dans la moyenne haute des 2e pilotes Red Bull. Tu as ressorti quelques statistiques. En 2017 et en 2018, c'est Daniel Ricciardo qui était on va dire le 2e pilote Red Bull au classement avec 12 points. Ensuite, en 2019, il y a eu le début de saison très, très difficile de Pierre Gasly avec 4 points. En 2020, Alexander Albon avait pris 12 points et donc Sergio Pérez en a collecté pour le moment 10. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Sergio Pérez? Est-ce qu'il peut devenir le 3e homme? Non, parce qu'il n'est pas assez constant, tout simplement. Il a fait les choses à l'envers à Imola et à Sakir. Bon en qualif, médiocre en course ou l'inverse. Et par rapport à Verstappen, ça ne pardonne pas. Et je crois qu'il est en train de s'apercevoir chez Red Bull que Verstappen est un monstre et qu'il ne peut rien y faire. Et il va faire du yo-yo toute la saison. Je pense qu'il risque même de perdre pied parce que chez Racing Point l'année dernière, on a dit qu'il avait un style de pilotage très pointu et que sur certains Grands Prix, il était là et que sur d'autres, il était très moyen. Et que là, on risque de passer du moyen au médiocre. Alors, il a battu Verstappen en qualif à Imola, c'était presque un accident. Verstappen a laissé 2 dixièmes sur un passage dans l'herbe. Après, c'est son erreur à Verstappen, mais c'est quelque chose quasiment qui n'aurait pas dû arriver. Il a serré le jeu, mais alors après, il a complètement explosé en course. Il a fait que des erreurs. Je ne crois pas que Pérez puisse être le 3e homme du championnat. Je ne le vois pas assez régulier là-dessus. Il n'est pas assez saignant, il n'a pas assez de mordant. Il a peut-être fait des belles remontées, mais ça ne suffit pas. Alors, je te trouve un tout petit peu sévère sur Sergio Pérez parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à la différence de Bottas, Sergio Pérez arrive dans une nouvelle équipe. Il pilote donc une nouvelle voiture qui est radicalement différente. On a beaucoup parlé du rake, l'inclinaison de la voiture qui, chez Mercedes, est très, très à l'horizontale et chez Red Bull, on roule vraiment les fesses en l'air. Il s'est plutôt bien adapté, puisque la dernière fois qu'un coéquipier de Verstappen était devant le Néerlandais sur une grille de départ, c'est toi qui m'as ressorti le chiffre, c'était Pierre Gasly en 2019 au Canada, donc ça arrive pas toutes les semaines. Donc, pour te dire que quand même, c'est intéressant ce qu'il fait, Sergio Pérez.
Le problème, là où je te rejoins dans le fait qu'il ne sera pas le troisième homme, c'est que même s'il arrive à se rapprocher des performances de Max Verstappen, à un moment, on lui dira stop, on ne laissera pas de points en route pour Verstappen à la faveur de Sergio Pérez. Donc, ça l'empêchera de facto d'être le troisième homme capable de venir se mêler. Il sera peut-être troisième du championnat, mais en tout cas, il ne se mêlera pas à la bagarre, quand bien même il le pourrait en termes de performance sur Hamilton et Verstappen. Alors, tout ça, ça fait une voie royale finalement pour un homme, je ne sais pas si on le voyait venir ou pas, mais c'est Lando Norris qui, en ce moment, occupe cette troisième place du championnat. Il est donc troisième avec une quatrième place à Bahreïn, un podium donc à Imola, au volant d'une McLaren, équipe qui est troisième au classement des constructeurs. Et Stéphane, tu as relevé un point très très important. Tu as collecté les meilleurs débuts de saison, donc sur 2 grands prix pour les pilotes McLaren ces dernières saisons. Et il est quand même en belle compagnie, notre ami Lando Norris. Oui, tout à fait. Alors, Gilles, tu le disais, il a 27 points depuis le début de la saison. C'est un point de plus que l'année dernière. C'est quand même sérieux. Ces points-là, il faut les marquer. L'année dernière, il avait une McLaren Renault. On est passé à la McLaren Mercedes. Il est revenu dans les standards de l'écurie McLaren Mercedes du temps de Button. En 2014, Button avait aussi attaqué sa saison avec 23 points après 2 courses. Donc, il fait déjà mieux en 2020 et en 2021. Et maintenant, la référence, c'est Hamilton en 2012, qui avait marqué 30 points. Après 2 courses, c'est quand même pas rien. Ça situe bien quand même. C'est pas mal. D'être comparé à Hamilton et à Button, c'est plutôt un bon signe. Oui, oui, tout à fait. Alors, je te rappelle, Gilles, que dans nos paris audacieux de début de saison, je t'avais dit, moi, je pense que le troisième homme du championnat, ça sera Daniel Ricciardo, en tous les cas, pilote McLaren, parce que à force de régularité, il sera devant Bottas, qui a une voiture un petit peu difficile, tout comme Pérez. Et c'est là-dessus que ça se jouera. Ce n'était pas le pilote McLaren que j'attendais. Ouais. Alors, tant mieux pour Lando Norris, qui pour l'instant est en train de taxer Ricciardo. C'est mérité. Il a fait des très belles courses. Pour l'instant, il est troisième. La question, c'est peut-il tenir? Exactement. En fait, moi, il y a deux questions. Parce qu'on l'a vu, Lando Norris est devenu le boss chez McLaren. On l'a vu pendant ce Grand Prix où on a gentiment, très poliment d'ailleurs, dit à Daniel Ricciardo, écoute, on fait une expérience, laisse passer Lando, voir s'il est plus rapide. Sous-entendu, sinon il te rendra la place. Et puis, Norris s'est envolé et Ricciardo a dû reconnaître que ça avait été dur à avaler, mais que ça s'était justifié. Et maintenant, en fait, pour moi, Lando Norris, il arrive au moment crucial où le statut d'espoir, il a été acquis, vécu, et où il doit désormais être le fer de lance de son équipe. Ça implique donc une maturité supplémentaire, une force supplémentaire qui vont faire la différence, qui font la différence entre les bons pilotes et les Top Gun, et il doit franchir ce pas. C'est un petit peu ce que disait Andreas Seidel il y a quelques jours, où voilà, on sent qu'il a passé un step. Est-ce qu'il est capable de porter maintenant cette équipe? Et l'équipe est-elle capable de suivre le rythme aussi de Red Bull et de Mercedes? En fait, c'est de cela dont dépend maintenant Lando Norris pour devenir le troisième homme. Alors, Gilles, je complète ton argument. Effectivement, Andreas Seidel, qui est le directeur de la compétition chez McLaren, a dit il n'y a pas très longtemps, Lando Norris a franchi un cap récemment en tant que pilote et en tant que personne aussi. Et il a travaillé avec ses ingénieurs sur l'année dernière, où il avait été un petit peu décevant en qualification. Et il a tiré des bonnes conclusions de tout ça, et c'est pour ça qu'il est revenu plus fort. J'ajouterais qu'il y a un élément aussi de maturité chez Norris qu'on a vu tout de suite dans ses premiers Grands Prix avec McLaren, dès ses débuts, et qu'on a revu là à Imola. Il a dit qu'au restart, il avait eu une possibilité infime peut-être de tenter un dépassement sur Verstappen. Il aurait peut-être pu y aller pour voir ce que ça donnait. Il ne l'a pas fait. Il a dit autrement, j'aurais flingué mes pneus et en fin de course, je l'aurais payé. Et je n'aurais jamais terminé troisième. Et Norris, c'est quelqu'un qui, dans son pilotage, dans son premier relais, dans son deuxième relais, pense ce qu'il va faire dans les 5-10 derniers tours, quelle voiture il a, quel potentiel il a pour ensuite dépasser. Et je dirais, entre guillemets, qu'il ramasse les morts à la fin. Et c'est tout à fait dans son optique de pilote. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Puis, à l'inverse,
tu as quand même Ricciardo qui s'est fait un petit peu tacler gentiment par Alan Jones, son compatriote, champion du monde en 80. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a le droit de porter un jugement et qui a dit écoute, Ricciardo, tu devrais t'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe à l'intérieur de la voiture plutôt qu'à l'extérieur. En gros, Ricciardo, c'est pas qu'il fait pas le job, mais il n'y est pas complètement là. Et là, il y a le vent du boulet qui commence à passer. Je pense qu'il va falloir qu'il resserre un petit peu les boulons. Mais pour l'instant, le boss, comme tu l'as dit, Gilles, c'est Lando Norris chez McLaren. Exactement. Alors, on va terminer cette question de savoir qui peut être le troisième homme avec Charles Leclerc, quatrième en ce moment du championnat, avec une 6e place à Bahreïn et une 4e position à Imola. Il a encore montré, hein, Charles, depuis le début de la saison, ça reste, tu sais, au football, on parle de renard des surfaces, quelqu'un qui est capable de bonifier la moindre opportunité. Et lui, il reste positif tout en restant très lucide. Et je trouve que ce compromis qu'il arrive à faire à 23 ans seulement, c'est vraiment bluffant d'être aussi solide aussi longtemps dans l'épreuve, parce que c'est depuis l'année dernière maintenant, hein, que cette Ferrari est en difficulté. Ça va mieux cette année. Et il est là, toujours très, très solide. Est-ce que pour toi, Leclerc peut être le troisième homme? Alors, pourquoi pas? Là, en réfléchissant, en t'écoutant, Gilles, je me dis que Leclerc, c'est un peu le métronome. Il est quatrième sur la grille à Sakir. On dit, ah, attention, là, c'est vraiment un exploit. Quatrième encore à Imola. Donc, en fait, il surperforme 2 fois. Et surperformer, c'est son standard. Ouais, c'est ça, et on sait qu'il place la Ferrari au-dessus de ce qu'elle devrait être. Il n'y a qu'à voir ce que fait Sainz. Donc, ça, c'est vraiment assez fabuleux. Il a roulé longtemps en 3e position à Imola. Il était mal payé. Il est descendu du podium au dernier moment. Mais ce qui en ressort de tout ça, effectivement, c'est qu'il est là et c'est une grosse preuve de maturité. Il fait le dos rond. Alors, on l'a dit, pour rappeler, globalement, ils ont gagné 27 chevaux cet hiver sur un moteur qui a été refait complètement. Il faudrait qu'ils refassent un nouveau moteur pour regagner 27 chevaux, pour regagner quelques dixièmes et se rapprocher de la tête. Et ça n'arrivera pas. Maintenant, ça va être des petits ajustements, des petites évolutions. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à attendre que ça. Donc, je pense que la Ferrari sous de la McLaren, c'est pour ça qu'il peut sur sa personne arracher cette 3e place au championnat, mais pas exactement sur le matériel, je pense. On est d'accord. Je pense que le potentiel de la Ferrari est un petit peu moindre que celui de la McLaren et que pour jouer le 3e rôle, il faut, la McLaren, c'est vraiment le minimum syndical. On adorerait hein, que Charles Leclerc soit le 3e homme. Peut-être pas encore cette année, mais sans doute la saison prochaine. Tiens, bah justement, puisqu'on parle d'avenir, on va évoquer maintenant Mick Schumacher et Yuki Tsunoda. Alors, le champion de la Formule 2 et le japonais hein, qu'on nous annonçait comme une pépite. Alors, il n'y a que 2 Grands Prix qui ont été disputés, mais avant le Grand Prix du Portugal, on avait envie eh bien, de tirer un premier bilan de leurs apparitions. Il y a eu les essais de pré-saison, où notamment Yuki Tsunoda, on va commencer par le japonais par exemple, il a été impressionnant. Un 2e temps juste derrière Max Verstappen. Il a pris la 9e place à Bahreïn, premier point pour sa première course. Et puis un japonais qui détonne un petit peu, hein, qui parle, qui dit des choses, qui revendique, qui se montre finalement très ambitieux. Et ça, on sait que ce n'est pas le premier critère dans la culture japonaise, qui disait clairement, moi, je veux battre Gasly. Et puis après, bah, ça s'est un petit peu compliqué. À Imola, ça a été plus difficile, alors que Pierre Gasly, il y a eu cette boulette à Bahreïn, mais sur la 2e moitié de course à Imola, il a vraiment montré le potentiel hein, de l'AlphaTauri. On veut en voir plus pour Yuki Tsunoda, on est d'accord? Oui, Gilles. Alors, on en discutait en préparant ce podcast. On ne va pas trop parler de bilan forcément après 2 Grands Prix, mais l'impression qu'il en ressort un petit peu de tout ça, parce que je dirais qu'au bout de 2 Grands Prix, on avait compris déjà qui était Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et le dernier en date, c'est Charles Leclerc. Et on savait qu'il leur fallait une grosse voiture parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Voilà. Et au bout de 2 Grands Prix, moi, je n'ai pas vu grand-chose, sinon rien, de la part de Tsunoda. Je sais qu'il est suivi, qu'on fait un gros battage autour de lui, qu'ils lui ont mis des pneus
lors des tests de Sakir qui étaient plus tendres encore que les gommes normales à Sakir pour qu'il fasse le deuxième temps. Il y a tout un battage autour de lui qui fait que maintenant, il est un pilote surcoté. C'est un peu surfait. Il va falloir faire redescendre un petit peu la pression, lui remettre la tête dans le frigo et puis repartir un petit peu normalement sur les séances d'essai, refaire les choses dans l'ordre parce que il est 13e sur la grille à Sakir. Il se plante complètement. Il fait une erreur très stupide qu'a dit Helmut Marko en Q1 en attaquant tout de suite sans aucune raison. Hein. Et puis, le dimanche, il est l'un des seuls à être en pneu tendre au restart. Tu vois un petit peu la file indienne qu'il y a sur ce restart. Il n'y a qu'une seule trajectoire. C'est un petit peu tendu, mais le concurrent devant et derrière ne font pas spécialement d'écart. Et puis lui, il a des gommes plus tendres que les pilotes qui sont autour de lui, qui sont en pneus médium, donc des gommes qui sont peut-être un petit peu plus dures à mettre en température. Et bien, sur un coup d'axel, il part en tête à queue, il fait gravier. Voilà. Donc, Tsunoda, depuis le début de la saison, c'est beaucoup de carbone, c'est beaucoup de gravier. Il faudrait un petit peu lisser ce pilotage qui est un petit peu brut de fonderie pour l'instant. Moi, il me rappelle, franchement, Takuma Sato, qui avait un talent pur, dont on disait que c'est Fred Vasseur qui disait que c'était l'un des plus grands pilotes qu'il ait vu en Formule 3, l'un des talents les plus authentiques, mais qui n'a pas su être régulier en Formule 1, qui a fait des belles choses, qui est attaquant aussi, qui freinait très tard. C'était spectaculaire, comme l'est Tsunoda. C'est un pilote japonais poussé par Honda, mais j'ai l'impression de revoir Takuma Sato et c'est ce qui me gêne un petit peu. Et là-dessus, il y a un petit peu de danger. Alors, moi, ce qui a attiré un petit peu mon œil, c'est effectivement la sentence de Helmut Marko sur Yuki Tsunoda. Et je me suis dit, ouh là là, si ça commence à être cinglant comme ça de la part de Marko, il va falloir que Tsunoda montre très très vite de quoi il est capable parce que le temps est compté en fait pour le japonais. Il y a eu le côté coqueluche du paddock avant le début de la saison. Maintenant, il faut montrer le côté concret sur la piste parce que le temps va passer vite pour Tsunoda, surtout que Red Bull est en train de se mettre en ordre de marche pour fabriquer ses propres moteurs, ses propres trains roulants même. Je ne sais pas si tu as entendu, mais l'engagement de Ben Hodgkinson, qui est un ancien de Mercedes, ça veut dire que le lien avec Honda va se rompre entre Red Bull et Honda et que le soutien de Tsunoda va s'évaporer soudainement. Et s'il n'y a plus de soutien et qu'il n'y a pas de résultat, Helmut Marko, ça va être net. Donc, il va falloir vraiment que Tsunoda passe très, très vite. Ça peut paraître dur, mais c'est de la Formule 1. Il va falloir qu'il passe très vite à l'étage supplémentaire en termes de performance parce que sinon, il n'y aura pas de suite et il va falloir qu'on lui trouve d'autres destinées. Alors l'autre pilote, parmi les autres pilotes qu'on découvre cette saison, il y a Mick Schumacher. Et alors là, c'est, je crois, encore plus compliqué pour Mick Schumacher parce que donc il est arrivé en tant que champion de la Formule 2. Il s'est retrouvé dans cette équipe As dont on sait qu'il n'y a rien à attendre de la voiture. Il n'a pas de coéquipier en la personne de Nikita Mazepin, finalement, pour s'étalonner. Il a fait 2 fois 16e, très discret, pas de vague. J'ai l'impression que Mick Schumacher est dans une zone, dans un no man's land, en fait, et qu'il va lui falloir déployer beaucoup d'énergie et de talent pour se sortir de ce qui ressemble un peu à une ornière. Oui, pour compléter ton propos, Gilles, en qualif, je crois qu'il est 19e. Il bat simplement Mazepin à Sakir. Et puis, il fait la même chose à Imola, sachant que Tsunoda était hors jeu puisqu'il s'était sorti. Donc, il est 18e sur la grille. Il lui met 8 dixièmes en qualif à Sakir, 5 dixièmes à Imola. C'est vraiment le minimum syndical. Ce qui me gêne un petit peu chez Mick, c'est que là, il a gardé son pilotage un petit peu conservateur, on va dire. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a un peu l'ADN d'un pilote d'endurance. Il est prudent, il est très mature, il est vraiment responsable. Il ne va pas au clash, mais j'ai regardé un petit peu ses courses. Sa position la plus haute en course, je crois que c'est 16e. Et il ne se bat pas avec les pilotes, il ne double pas les pilotes qui sont autour de lui. Et pourtant, sur une course où, comme à Imola, il y a des conditions de piste qui sont différentes, il y a un moment où tu te retrouves dans un temps fort. Tu as des meilleurs pneus que celui qui est devant ou les 2 pilotes devant, et puis tu dépasses.
Et ce n'est pas ce qui s'est passé pour Mick Schumacher. Alors, j'ai cherché des points positifs. Il a fait le 11e temps en course, quand même, ce qui est pas rien. Mais là, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien. Il est en dedans. Avec une hâte. Oui, et il raisonne quand même comme un pilote qui a du temps parce qu'il sait qu'il en a. Il sait que l'an prochain, il sera encore en Formule 1 parce qu'il a un nom, parce que probablement que dans 2 ans aussi, il sera en Formule 1 et qu'il raisonne sur une marge de progression. Il était satisfait de terminer, et ça, c'est une preuve d'intelligence. Oui. De voir le drapeau à damier à Sakir, à Imola, c'est bien. Il a fait une petite erreur à Imola, même 2, enfin, des têtes à queue sur les 2 premiers Grands Prix. Ça arrive, mais là maintenant, il va falloir qu'il se fasse un petit peu violence, on va dire, Ouais. Mick, pour passer au cap supérieur, parce qu'autrement, il va sans arrêt mais racler les fonds de grille et puis les fonds de peloton. Être un petit peu plus agressif, en fait. S'en sortir. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui lui manque. Et comme tu disais, ce n'est pas Mazepin qui va le pousser dans ses derniers retranchements. Bon. Alors, on a quand même quelques exemples dans le peloton, Stéphane, de pilotes qui ont commencé dans des toutes petites équipes, pas forcément d'ailleurs accompagnés par des coéquipiers qui pouvaient leur permettre d'avoir un bon étalonnage. Je pense notamment à Fernando Alonso, qui avait débuté en 2001 chez Minardi. On ne peut pas dire que la voiture pouvait lui permettre de s'illustrer. Pourtant, on connaît la suite de la carrière de Fernando Alonso, qui est toujours là, d'ailleurs, 20 ans plus tard. On a eu Charles Leclerc aussi. Ça veut dire que c'est pas perdu, mais voilà, on parle de Alonso, on parle de Leclerc. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle est Mick Schumacher, il ne faut pas être moyen. Il va falloir être très, très bon. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait chez As. Clairement, la voiture ne va absolument pas évoluer. Il y aura 0 pièce nouvelle sur la voiture. C'est presque une catastrophe. C'est une non-ambition extrêmement inquiétante là-dessus. Alors, As maintenant est abrité par Ferrari. Il y a des locaux qui ont été réservés à l'écurie. Ferrari a dépêché Simone Resta, un ingénieur quand même de haut rang, pour dessiner la voiture de l'an prochain. Mais je dirais avec quels moyens, comment? Voilà. Apparemment, la destinée de Mick Schumacher l'an prochain, ça serait plus Alfa Romeo. Mais je dirais qu'on a raté une marge parce qu'il aurait fallu mettre cette année chez Alfa Romeo à prendre au contact de Kimi Räikkönen plutôt que de croupir chez As avec Mazepin, qui est un garçon certainement valable, qui a un bon coup de volant, mais on sait que ça n'ira pas très très loin. Et puis en plus, ils ne s'entendent pas de toute façon. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Lui, ce qu'il veut, c'est emmagasiner du roulage. Ça, il l'a compris. Et puis pour progresser, ça sera sans doute l'an prochain. Alors, on verra, mais c'est vrai que là, la situation tranche entre un Tsunoda qui est finalement un petit peu pris par le temps et puis un Mick Schumacher qui a, lui, sans doute l'assurance d'avoir un peu plus de temps pour faire ses preuves. Mais voilà, l'obligation, c'est à un moment de montrer quelque chose, d'impacter vraiment pour justifier leur place au pinacle des sports mécaniques. On sait que c'est impitoyable, cet univers. Et puis, alors, Mick a quand même un petit peu décrit le problème aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une question de performance de la Haas. Il a dit, mon souci, franchement, c'est les variations de grippe en fait, des pneus que je ne comprends pas. Par moment, j'ai l'impression de piloter avec une piste par temps de chaleur et d'un seul coup de me retrouver sur de la glace. Voilà. Et c'est ce qu'avait dit aussi Mazepin. C'est ce qu'il avait dit à Imola. Donc, il se retrouve dans ce cas de figure. Et là, il y a quelque chose, il y a un verrou à faire sauter clairement du côté de Schumacher. Il y a des techniciens qui sont là autour de lui pour ça, mais il doit apprendre. Mais je n'ai pas l'impression pour l'instant que l'étincelle va venir tout de suite. Là. On va surveiller ça de près, évidemment. Alors, les horaires du Grand Prix du Portugal qui arrive ce week-end. Vendredi, les débuts des essais libres 1. Samedi, à 16h, la qualification. Pour l'instant, il n'y a pas de course sprint de qualification. On reste sur un programme classique. Et le Grand Prix, lui, sera dimanche à 16h. Et puis ensuite, on enchaînera directement le week-end suivant avec la Catalogne. C'est notre premier double header, comme disent les anglo-saxons. Stéphane, ça y est, ça commence à s'accélérer maintenant cette saison 2021. Et puis la course au record aussi pour Lewis Hamilton. Il va peut-être signer samedi sa 100e pole position en carrière. C'est un chiffre qui fait rêver, quoi, tout simplement. Ça paraît presque irréel. Exactement, mais c'était au Portugal déjà qu'il avait rejoint ou dépassé Schumacher en nombre de victoires, mais il y avait eu une étape aussi historique du côté de Portimao l'année dernière, mais c'était il y a moins d'un an, et puis finalement de nouveau rendez-vous au Portugal pour
le Britannique. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, donnez-nous des étoiles, le maximum, par exemple, 5, sans vouloir vous influencer. Et puis, pensez aussi à vous abonner, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre application, sur votre téléphone portable, votre tablette, votre support. Bref, on s'est tout dit, Stéphane? Oui, vivement ce week-end qu'on voit un petit peu ce que ça donne à Portimao. Et en attendant, Eh bien, écoute, on coupe on le coupe le contact. contact. À la semaine prochaine. Salut. Salut Gilles.